Quand on parle de génocide, on pense tout de suite aux nazis, à la Shoah, à la Seconde Guerre mondiale, et quelquefois on évoque le génocide du Rwanda qui fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. On va s'intéresser à l'esclavage des Roms et des Tziganes. Pouvez-vous imaginer que pendant un temps, l'Europe a mis en esclavage cette population pendant près de 500 ans et pourtant, nous les appelons aujourd'hui les gens du voyage, les Roms. Ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de documentaire historique. J'ai été un petit peu pris par quelques événements, mais me voilà de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très particulier et peut-être un peu complexe, puisque quand on parle d'esclavage et de traite humaines, on pense tout de suite aux plantations, aux bateaux, à l'Afrique ou encore aux Amériques. Mais pourtant, leur histoire est beaucoup plus riche que ça. Reste avec moi si tu veux en savoir plus. Pendant plus de 500 ans, les Roms et les Tziganes ont été achetés, vendus, hérités comme des biens matériels. Leur naissance signifiait automatiquement esclavage. Et leur mort paraissait souvent inaperçue. Et pourtant, aujourd'hui encore, ce sont eux que l'on montre du doigt, ce sont eux que l'on insulte, ce sont eux que l'on expulse, ce sont eux que l'on accuse d'être un problème sociétal. Mais comment juger un peuple sans connaître et savoir ce que l'histoire lui a fait subir dans le temps? Car le rejet des Roms ne vient pas du ciel. Il ne commence pas avec les camps nazis, il ne commence pas au XXe siècle, il est le résultat d'une longue histoire européenne, violente, silencieuse et largement effacée des livres scolaires. Mais alors, qui sont réellement les Roms et les Tziganes? Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ils ne sont pas un peuple apparu de nulle part. Les Roms viennent du nord de l'Inde, leur langue, le romani, possède des racines communes avec le sanskrit et d'autres langues indo-aryennes. Entre le XIe et le XIVe siècle, plusieurs groupes quittent progressivement l'Inde. Les raisons sont multiples. Conflits, instabilité politique ou encore famine. Ce sont des migrations lentes sur plusieurs générations à travers le Moyen-Orient, puis ensuite vers l'Europe. Quand ils arrivent en Europe, les Roms ne sont pas des vagabonds sans savoir-faire. Ils sont forgerons, musiciens, artisans, commerçants et parfois ce sont des soldats ou des soigneurs. Ils parlent plusieurs langues, ils s'adaptent aux régions qu'ils traversent, leur mode de vie itinérant au départ n'est pas un refus de s'intégrer, c'est une conséquence directe de leur statut. Ils ne possèdent pas de terre, ils dépendent de la tolérance des autorités et ils sont régulièrement expulsés. Le nomadisme n'est donc pas un choix culturel. C'est une stratégie de survie bien ancrée dans les populations roms et tziganes depuis le XIIe siècle et depuis leur retrait de l'Inde pour se diriger vers le Moyen-Orient ou encore vers l'Europe. Petit à petit, un mythe va se construire autour de ces populations, disant qu'ils sont sans racines, et cela est faux. Leur histoire est ancienne, documentée et profondément liée à plusieurs continents. On dit qu'ils sont arrivés en Europe pour voler, et ça encore une fois, c'est faux. La marginalisation précède la délinquance et jamais l'inverse. Ce que l'Europe a fait, ce n'est pas accueillir un peuple et constater son échec, c'est rejeter un peuple, puis ensuite lui reprocher les conséquences de ce rejet. Comprendre qui sont les Roms, c'est déjà commencer à comprendre pourquoi leur histoire a si violemment été brisée. Comme je le disais au début de ce documentaire, pendant plus de 5 siècles, les Roms ont été réduits en esclavage. Mais alors comment ceci a-t-il commencé? Le cœur de ce système se situe entre deux régions précises, la Valachie et la Moldavie dans l'actuelle Roumanie. Dès le XIVe siècle, les Roms y sont officiellement considérés comme des biens. Le mot utilisé est clair, rob ou encore robi qui veut dire esclave. Ils ne sont pas des travailleurs pauvres, ils sont une propriété humaine au même titre qu'un animal ou encore qu'un objet. Les Roms appartiennent à 3 types de maîtres: princes, les nobles ou encore les monastères de l'église orthodoxe. Oui, les institutions religieuses possèdent des esclaves. Cet esclavage est donc héréditaire. Un enfant rom naît automatiquement esclave sans exception, un peu comme Fursi, que j'expliquais dans la précédente vidéo que j'ai sortie, qui naît libre à l'île Bourbon, qui est l'actuelle Réunion, puisque sa mère avait été affranchie de l'esclavage. Malheureusement, à cause du système esclavagiste de l'époque, Fursi a été esclave et il s'est battu pendant plus de 20 ans
pour obtenir sa liberté. Les familles sont donc séparées, les enfants sont arrachés à leurs parents. Les Roms esclaves travaillent dans des champs, dans des mines, dans des forges, comme domestiques ou encore comme ouvriers agricoles. Ils n'ont aucun droit juridique, ils ne peuvent pas porter plainte, ils ne peuvent pas quitter une terre et ils ne peuvent tout simplement pas décider du sort de leur vie. Alors que l'Europe s'est présentée pendant longtemps comme étant le continent des Lumières, pendant qu'elle parle de droits de l'homme, des milliers de Roms vivent encore enchaînés par la loi. Et lorsque l'esclavage va prendre fin, il ne s'accompagne ni de réparation, ni de terre, ni de protection. C'est difficile d'accepter et de comprendre que l'église orthodoxe et même catholique de l'époque ont joué un rôle dans l'esclavage des populations roms. Des familles entières sont enregistrées dans des inventaires au même titre que des terres ou d'un bétail. Ces roms sont baptisés, ils assistent aux offices et ils portent parfois des prénoms chrétiens. Mais le baptême ne change rien à leurs conditions. Ils restent esclaves, il n'y a donc aucune libération, aucune égalité et aucune remise en question morale. L'esclavage des Roms est alors perçu comme normal parce qu'il existe depuis des générations. Il serait même voulu par Dieu puisqu'il est intégré à l'ordre social. Il serait économiquement utile puisque indispensable au fonctionnement des domaines religieux et aristocratiques. La foi ne sert pas à libérer dans ce contexte, mais elle sert plutôt à légitimer l'esclavage des populations roms. Lorsque l'abolition arrive, elle n'est pas le fruit d'un grand réveil moral. Elle est tardive, contrainte et profondément incomplète. L'abolition de l'esclavage des Roms va donc arriver au 19e siècle sous contrainte politique. En 1843, en Valachie, une loi abolit l'esclavage des Roms appartenant à l'État uniquement. Les esclaves des nobles et des monastères restent donc en servitude. En 1848, les révolutions libérales éclatent en Europe, en Valachie et en Moldavie. Des intellectuels réclament l'abolition totale, mais les élites économiques s'y opposent. C'est alors qu'en 1855, en Moldavie, la loi abolit l'ensemble de l'esclavage des Roms. Et enfin, en 1856, en Valachie, l'abolition devient totale et définitive. C'est la fin légale de plus de 500 ans d'esclavage sur le sol européen. N'oubliez pas, j'essaie de travailler à l'écriture d'un ouvrage qui s'appelle Atlas des traites humaines. C'est un essai qui récapitulerait les différentes traites humaines qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui. Si c'est un ouvrage qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Plusieurs figures vont jouer un rôle central, dont Mihail Kogalniceanu. Historien et homme politique, il dénonce publiquement l'esclavage des Roms dès les années 1840. De l'autre côté, nous avons Alexandru Ioan Cuza. Il soutient les réformes qui conduisent à l'abolition et à l'unification des principautés. Le point essentiel de tout cela, c'est que l'objectif principal est de moderniser l'État roumain, pas de réparer un crime historique. Les lois d'abolition prévoient des indemnités financières. Mais attention, pas pour les anciens esclaves. Les anciens maîtres, nobles et monastères reçoivent de l'argent pour compenser la perte de leurs esclaves. C'est quand même fou dans l'histoire des traites humaines de voir que c'est souvent les bourreaux qui arrivent à avoir une indemnité, tandis que les victimes, elles, perdent tout. Non seulement leur dignité, mais aussi tout d'un point de vue matériel. Les Roms libérés reçoivent 0 terre, 0 argent et 0 protection. À partir de 1856, les anciens esclaves roms sont juridiquement libres, mais n'ont aucun endroit où ils peuvent poser leur tête. Beaucoup sont contraints de reprendre une vie itinérante, d'autres deviennent journaliers, précaires sur les mêmes domaines où ils étaient esclaves la veille. Donc à partir de 1856, le discours change. Il passe de « ils sont esclaves par nature » et après l'abolition, on le dit, ils sont pauvres par choix. La misère créée par l'esclavage non réparé devient un argument contre les victimes. C'est à ce moment précis que se construit l'image moderne du Rom. À l'entrée du XXe siècle, les Roms sont donc déjà fichés, surveillés et exclus par la loi dans plusieurs pays européens. Et quand un régime raciste va éclore en Europe dans les années 30, le terrain sera déjà prêt. Le génocide des Roms et des Tziganes porte un nom précis. Le Porajmos. Ce génocide n'est pas une conséquence de la Seconde Guerre mondiale. Il est voulu, organisé et exécuté tout droitement par l'État nazi. En 1933, il y a l'arrivée de Adolf Hitler au pouvoir. Les Roms sont ciblés par les lois raciales allemandes, ils sont assimilés à des asociaux et à des criminels héréditaires. En 1935, les lois de Nuremberg retirent aux Roms allemands leur citoyenneté
au même titre que les Juifs. Ces lois s'appuient sur des fichiers policiers déjà existants, constitués bien avant l'arrivée du nazisme en Allemagne. La persécution est coordonnée par Heinrich Himmler, chef de la SS, le bureau central pour la lutte contre le fléau tzigane dirigé par Robert Ritter. Ritter mène des études pseudo-scientifiques visant à prouver que les Roms sont biologiquement criminels. Ces travaux servent de base aux déportations des populations roms et tziganes. À partir de 1938, les Roms sont arrêtés, internés et envoyés dans les camps de concentration. Le lieu le plus emblématique est Auschwitz-Birkenau. 1943, il y a la création du camp des Tziganes qui se prononce Zigeunerlager. C'est donc le camp des Tziganes à Auschwitz-Birkenau. Contrairement à d'autres détenus, les familles roms ne sont pas séparées au départ. Mais les conditions sont la famine, la maladie et puis des expériences médicales sur les enfants. Dans la nuit du 2 août 1944, sur ordre des SS, environ 4300 Roms, principalement des femmes, des enfants et des vieillards, sont gazés en une seule nuit à Auschwitz-Birkenau. Cette date est aujourd'hui reconnue comme la journée de commémoration du génocide des Roms et des Tziganes. Les historiens estiment que entre 200 000 et 500 000 Roms ont été assassinés en Europe. Ce chiffre reste approximatif car les Roms n'étaient pas toujours enregistrés, les familles entières disparaissent sans trace et le génocide a longtemps été nié ou encore minimisé. Le Porajmos est l'un des génocides les moins reconnus du XXe siècle. Et pourtant, il est bel et bien réel. Après la chute du régime nazi, les survivants roms ne sont pas indemnisés, leur génocide n'est pas immédiatement reconnu et les discriminations continuent dans plusieurs pays européens. En Allemagne, la reconnaissance officielle du Porajmos n'intervient qu'en 1982. La fin de la Seconde Guerre mondiale ne marque pas la fin des persécutions contre les Roms, elle marque surtout le début d'un long silence. Au départ, il y a un déni officiel. De 1945 à 1970, dans plusieurs pays européens, les survivants roms ne sont pas reconnus comme victimes raciales du nazisme. Ils sont souvent classés comme asociaux ou criminels, reprenant mot pour mot la terminologie nazie. En 1956, en Allemagne de l'Ouest, des tribunaux refusent des indemnisations aux Roms que leur internement était lié à leur mode de vie et non pas à une persécution raciale. En 1982, comme je l'ai dit précédemment, l'Allemagne reconnaît officiellement le génocide des Roms sous le chancelier Helmut Schmidt, presque 40 ans après la guerre. En 1962, il y a la création de camps nomades en France. En 1993, expulsion massive de Roms en Italie. En 2010, il y a le démantèlement de camps roms en France sous la présidence de Nicolas Sarkozy. En 1994, il y aura la première commémoration officielle du Porajmos à Auschwitz et en 2015, le Parlement européen reconnaît le 2 août comme journée officielle de commémoration du génocide des Roms. Les Roms ne sont donc pas un problème moderne des gens qu'on appelle aujourd'hui à tort ou à raison, mais souvent de façon stigmatisante, les gens du voyage. Ils sont le produit d'une histoire européenne longue, violente et documentée qui s'étend pendant près de 500 ans, et soit exactement 470 ans. Il y a des dates qui existent, des lois qui existent, des responsables de cette traite qui existent, et pendant des siècles, ils ont été esclaves par la loi, exclus par la religion même chrétienne, exterminés par un régime racial, puis oublié par les vainqueurs. Ce rejet que l'on voit encore aujourd'hui n'est pas un hasard, mais c'est un héritage. On ne peut pas regarder un peuple et le juger sans regarder au préalable ce que l'histoire lui a fait. Merci à vous d'avoir suivi ce documentaire. Je vous rappelle que je suis un jeune auteur, j'ai fait paraître mon tout premier roman, Au-delà des ombres, qui est un roman qui met en avant la situation chaotique à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce roman, Amani est une jeune fille qui grandit à l'Est au milieu des conflits et des guerres et qui va s'extirper vers la capitale Kinshasa pour un avenir meilleur. Ce livre est disponible sur Amazon et je suis en train de travailler à l'écriture de l'essai Atlas des traites humaines dans lequel on va travailler à récapituler les traites humaines qui ont eu lieu dans l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et on se dit à la prochaine pour un nouveau documentaire. Merci à toi.